Venez jeter un coup d'oreille. Présente pour les personnes aînées de la capitale nationale, l'Association québécoise de défense des droits des personnes retraitées et pré-retraitées, AQDR, section Québec, est fière de vous présenter Aînés, on vous écoute. Alors, bonjour aux auditrices et aux auditeurs. Je suis avec vous, comme je suis avec vous toutes les semaines. Et je suis contente aussi. Je vous reparle de la mission de la QDR Québec parce que vous savez, on est votre organisme qui peut vous aider. On a une ligne aînée à la QDR Québec. Vous pouvez appeler et parler de vos problématiques, des enjeux, qu'est-ce qui vous dérange. On va vous répondre. On a des gens compétents pour vous répondre. On est vraiment là pour vous. Je vous répète le numéro de téléphone. C'est 418-524-0437, poste 200. Aujourd'hui, c'est une journée spéciale. C'est la première fois que je fais ça à l'émission. Ça va être sur le thème de l'intergénérationnel. Alors, j'accueille M. Gérald Higgins, qui est retraité depuis près de 20 ans. C'est un bonhomme formidable qui s'est investi dans différents projets reliés aux jeunes. M. Higgins s'est servi de son bagage personnel et professionnel pour continuer à aider et accompagner les jeunes. Il les connaît aussi. Auteur et animateur, il a écrit Les corridors de l'école, qu'en est-il? Ce livre parle d'intimidation dans les écoles. Il va sans dire qu'il y a des ressemblances avec l'intimidation pour les aînés. Alors, bonjour Gérald. Bonjour, Madame Judith. Est-ce que vous avez remarqué par la fenêtre qu'il fait beau dehors? Ah, j'ai remarqué ça me réjouit énormément. Je vois beaucoup de gens sur leur balcon présentement, ce que je suis. Monsieur Higgins, oui. Pourquoi vous êtes impliqué de cette manière après votre retraite? OK. Impliqué, en fait, je ne savais pas que, en prenant ma retraite, que j'étais pour m'impliquer. Dans les faits, j'ai eu la chance de prendre ma retraite à 55 ans. Vous savez, le fameux slogan des années 72. On disait liberté 55, liberté 55. Mais moi, j'étais plus jeune, donc je n'avais pas prévu ça. Mais quand je suis arrivé à 55, ils m'ont dit, monsieur Higgins, vous avez 35 ans de service. Et ça donne le facteur 90, donc vous prenez votre retraite. Alors, je me suis retrouvé comme un hibou sur une branche, la tête bien centrée sur une rotation à gauche, à droite. Puis avec mes yeux très radars en plein centre, j'ai vu des perspectives qui pouvaient se présenter à moi pour devenir proactif. Alors, c'était mon début. Si je peux me permettre, pour répondre davantage à votre question plus précisément, ceci étant dit, en mettant un peu d'ordre dans mes différents dossiers accumulés au cours des années d'action, j'ai aperçu un fichier de couleur rouge au-dessus de ma boîte de souvenirs. Puis, en l'ouvrant, comme ça, là, j'ai vu 200 à 300 feuilles d'écriture de 8,5 par 11 que j'avais accumulées au fil des années. Et c'est là que je me suis rendu compte qu'il y avait des événements que j'avais notés, que j'avais peut-être oubliés, qui étaient reliés avec des groupes d'élèves par des formes d'intimidation. Des formes d'intimidation qui n'étaient pas connues. On connaît l'intimidation, on connaissait l'intimidation physique, verbale, des choses comme ça. Mais ce que j'observais dans les groupes, c'était différent. On a créé un mot, j'ai créé un mot qui ressemble au mot paraphage, parapher, mais c'est sûr que les gens ne peuvent pas faire les nuances avec le mot, avec ce qui se passait réellement. Mais c'est pour ça que, en créant un personnage, lui, mais attendez, là, M. Higgins, là, parce que là, c'est très génial, qu'est-ce que vous me dites. Ça veut dire qu'en regardant vos feuilles du passé que vous aviez accumulées, il a germé en vous l'idée d'écrire sur l'intimidation, de faire quelque chose pour l'intimidation. Est-ce que j'ai bien compris? 10 sur 10. C'est exactement ça. Puis là, ça vous a pris au cœur, parce que là, vous avez commencé à faire quelque chose, mais est-ce que, durant votre carrière, vous aviez vu un petit peu qu'est-ce qui se passait au niveau de l'intimidation chez les jeunes? Oui, justement.
dans mes notes, je voyais toujours que ce que on ne voit pas, on peut l'entendre, ou ce qu'on n'entend pas, on peut le voir. C'était mes slogans. Et évidemment, dans mon travail quotidien, je pouvais entendre, je pouvais voir, comme je parlais du hibou tantôt. Alors, les faits étaient là, en rencontrant des élèves, au fur et à mesure, je pouvais connaître leur histoire. Et dans leur histoire, bien souvent, ça touche non seulement l'école, ça peut toucher aussi le quartier, ça peut toucher bien des choses dans ce sens-là. Je comprends. Fait que vous avez décidé, à partir de ça, d'écrire un livre. Oui. En fait, ce sont les bons mots que j'ai utilisés, mais au début, c'était un livre. Je l'ai élaboré pour qu'il devienne un livre. Après ça, il est devenu beaucoup plus un outil, un document de travail. Puis après ça, pour le rendre accessible à tout le monde, il est devenu ce qu'on appelle un livre numérique portant sur certains aspects de l'intimidation. Vous avez commencé votre livre, M. Higgins, en quelle année? Quand est-ce que vous l'avez lancé, là, le premier projet, pour qu'on regarde l'historique? Ah oui. Le premier, c'était justement un résumé de toutes mes notes. Ça faisait à peu près une 60aine de pages. C'était vraiment un résumé là, d'essentiel. C'était un petit livre de poche. On pouvait transporter dans nos poches. Après ça, en quelle année, M. Higgins, votre petit livre de poche? Pardon? En quelle année, votre petit livre de poche? C'est en 2003. En 2003? En 2002. Oui, vous avez lancé votre livre en petit livre de poche. Oui, oui. Après ça, il y a eu une entente avec ce qu'on appelle une équipe qui a diffusé sous une autre forme comme expérience pour me rendre compte qu'il devenait de plus en plus populaire, mais moins accessible à cause de l'impression du nombre qu'on avait imprimé. OK. Et c'est de là que l'idée est venue de dire, tant qu'à l'offrir aux gens, on va l'offrir, le livre, d'une façon numérique pour que les gens puissent aller trouver sur un site. Est-ce que vous avez... quelle année le numérique, là, M. Higgins? Oh, depuis une couple d'années. Attendez, on est en... ça passe vite, hein? Ah, ça passe vite. On est en 2022. Moi, je dirais à peu près en 2000. En 2020. En 2020? Eh, mon Dieu! Alors, ça fait seulement 2 ans, là, à peu près, là. Mais c'est bien. C'est bien. Est-ce que en numérique, vous avez plusieurs personnes qui ont accédé, là, qui ont lu votre livre numérique, là, à l'heure actuelle? Oui, ça, parce que c'est vous, parce que j'aime vos auditeurs, en fait, les personnes retraitées, je vais vous confier le chiffre, mais c'est un chiffre relatif, c'est exact, le chiffre n'apparaît pas sur le site. Ce sont des statistiques qui sont accumulées par Google, parce que, ou un autre, mais Google l'a mis en premier parce que télécharger, ça donne à peu près 47 000. 47 000 personnes? Oui, qui ont feuilleté. Vous savez, une personne retraitée qui va dans un libraire, une librairie, va feuilleter les différents livres, il va regarder, etc. Ça ne veut pas dire qu'il va l'acheter, ça ne veut pas dire qu'il va le lire. Mais s'il y a quelque chose qui l'attire, il va l'acheter. OK, alors, ça veut dire 47 000. C'est beaucoup, là, M. Higgins, là. C'est pas rien, oui, là. Oui, c'est beaucoup, mais tout est relatif, hein. Comme je vous dis, là, c'est de la curiosité, tout simplement. Ils n'ont pas encore ouvert le livre. Donc, télécharger, c'est vraiment, comme je vous disais, c'est comme une visite. Mais je vous dirais, télécharger, c'est différent, là, pour voir, mais le télécharger pour le garder pour soi. Oui. C'est sûr que là, c'est pas 45 000, ça représente à peu près 5 à 6 %. Ah, mais c'est déjà quelque chose. Si les autres l'ont feuilleté... Je vous la visionné dans le sens que ça donne à peu près 2124. Ah, OK. Ben c'est déjà beaucoup. C'est-à-dire que les gens l'ont pris en main, ils l'ont enregistré sur leur ordinateur, sur leur cellulaire, sur leur portable ou sur leur tablette.
Ah ben, écoutez, c'est déjà une belle réussite. Fait que là, on va parler de d'autres choses parce que vous êtes une personne très occupée, Monsieur Higgins, là, qui avait des bonnes idées. Vous avez commencé par faire le livre, puis après, vous avez occupé d'autres fonctions, là, toujours par rapport aux jeunes. Pouvez-vous nous en parler? Ah oui, en fait, tous ceux qui sont retraités, là, entre nous, même vous, on va se comprendre, là, c'est que les premières années, on prend secours, on veut vivre, rencontrer nos gens, les anciens, les amis, etc. On veut voyager. À un moment donné, là, ça devient un petit peu statique. Alors, à un moment donné, chacun a une passion, puis il s'agit de la trouver. Alors, cette passion-là, les gens vont retrouver dans la menuiserie, dans la lecture, dans le camping, des randonnées, toutes des choses comme ça qui est très enrichissant. Mais moi, à un moment donné, j'ai découvert justement que c'était ça, ma passion, de commencer à y écrire puis d'aller plus loin. Alors, c'est un petit peu l'enjeu que je m'étais donné à ce moment-là. Avez-vous été travailler dans une école? Je pense que oui aussi. Oui, c'est ça. C'est que ça m'a amené à un moment donné. Hey, ça, c'était un hasard, ça. Je faisais une mini-conférence dans une bibliothèque, justement, sur certains aspects cachés de l'intimidation. Puis il y avait des parents, il y avait des... Puis, entre autres, il y avait une personne qui travaillait dans l'école, sans que je sache. Elle venait me voir après, puis écoutez, monsieur, qu'est-ce que vous diriez de venir voir mon école? Juste une petite visite comme ça, on pourrait échanger ensemble. Et de là, à un moment donné, par vraiment hasard, je l'avoue, là, j'ai trouvé l'école très dynamique, puis on a fait une entente. Je pouvais travailler là, sur les heures du midi, une couple d'heures par jour, comme retraité. Et moi, la lumière s'est allumée intergénérationnelle. J'ai dit, hey, ça, c'est une belle occasion à un moment donné. Fait qu'on a fait une entente et j'ai travaillé dans cette école-là pendant à peu près 8 ans sur l'heure du midi. J'ai terminé en septembre passé. Eh, mais c'est bien, là, vous êtes passé par l'écriture, par le recensement de tout ce que vous avez connu, tout ça. Puis, oui. Bon an, mal an, la vie vous a amené dans une école. Et voilà. Ah, ben, qu'est-ce que... Là, je vais aller plus pointu parce que vous êtes tellement expérimenté pour nos auditrices et nos auditeurs. Les jeunes, maintenant, ils sont comment? Avez-vous remarqué ça? Vous venez là, d'arrêter à l'école. Là. Ouais. Est-ce que vous avez remarqué des particularités de cette génération-là? Oui. Tout est encore relatif, là, mais je vais vous faire un tableau parce que ça me vient l'idée, là. Et ça dépend de chaque région aussi. Hein. Il y a des grands centres où il y a des écoles, puis il y a des villages, il y a des campagnes, vous savez. Donc, la dynamique peut changer. Mais je dis avec un sourire que les besoins des gens des années 70 aujourd'hui sont à peu près les mêmes, mais je suis sous réserve. Et votre question, si j'ai tenté de répondre en 3 lignes, c'est que les jeunes ont des besoins, ça s'est développé à partir des années 70 avec la Révolution tranquille, où ce que les parents demandaient à leurs jeunes, sois autonome, dis ce que tu penses, etc. Et ça, ces jeunes-là sont devenus des parents. Comme parents, ils ont dit, ouais, OK, je vais élever mes enfants comme moi j'ai été élevé. Et là, la boucle a grandi, puis elle s'est attachée. Donc, je vais essayer de vous dire les bons mots. Les jeunes d'aujourd'hui, en 2022, en première secondaire, deuxième secondaire, 12-13 ans, c'est un petit peu ce que j'ai vu des années 70, mais avec des mots différents. Alors, relativement, les jeunes, ils veulent raisonner. Raisonner? Oui, ils veulent raisonner, ils sont tous ensemble, puis s'il y a quelque chose qui n'est pas correct, ils veulent raisonner plutôt que, ça c'est moi qui dis ça, plutôt de raisonner. Vous savez, raisonner, c'est comme une boîte. Raisonner, c'est la raison. Donc, ils veulent raisonner. Mais je vous comprends pas, là, M. Higgins. Quand vous dites qu'ils veulent raisonner, ils se parlent ensemble, ils discutent, ils font des débats, ils font des échanges. C'est quasiment inné en eux. C'est que, comme je vous disais, les parents les ont emmenés à devenir autonomes, etc. Donc, à chaque fois qu'il y a quelque chose qui se présente, avant de dire oui, ils veulent raisonner, en fait, ils veulent avoir leur point de vue. Ils veulent exprimer. Puis, un coup, ça s'est fait, ils veulent s'affirmer. Mais là, je ris un petit peu. Affirmer, ça peut se faire physiquement avec des gestes, ça peut se faire par la parole, ça peut se faire par les yeux, ça peut se faire par un paquet de choses.
les jeunes veulent être entendus aussi. Ah, OK. Oui, ils veulent s'exprimer, ils veulent avoir des points de vue, ils veulent raisonner, mais un coup que ça c'est fait, là, est-ce que tu m'as compris, maman? Est-ce que, grand-papa, tu m'as compris? Est-ce que vous m'avez compris? Qu'est-ce que je veux dire? Donc, ils veulent prendre les meilleures décisions. Puis, OK. si on leur dit, je termine avec ça, si on leur dit, oui, mais c'est gros, ben là, ils vont dire, laisse-moi donc essayer. J'aimerais vivre cette expérience-là. Et avec leurs grands yeux, lorsqu'ils sont dans ce climat-là, là, ils sont confiants en eux. En fait, ils deviennent appartenants à la famille et à leur groupe d'amis qui est à l'extérieur de la famille. Et je termine en disant que la preuve que les jeunes se questionnent et qui raisonnent, c'est que j'ai vu des jeunes inviter leurs parents, ou si leurs parents ne pouvaient pas, inviter leur grand-papa, leur grand-maman, papy, mamie, à venir à l'école assister à un spectacle ou à une démonstration sportive. Alors, c'est là que moi, j'ai dit l'intergénérationnel. Puis donc, ils sont là, ils sont en train de le faire, ils sont en train de le bâtir. Parce que ces jeunes-là vont devenir des parents et des grands-parents. Alors, c'est un petit peu ça, en résumé. Est-ce que vous avez remarqué que les jeunes d'aujourd'hui sont attachés à leurs grands-parents? Est-ce qu'ils vous en parlaient? Est-ce que, là, vous venez de nommer ça un peu, mais est-ce que vous avez remarqué quelque chose de particulier là-dessus? Ah oui, c'est vrai, c'est une bonne question, ça aussi. C'est que, d'abord, le premier, c'est que les grands-parents ont beaucoup d'attention à leurs enfants qui sont des parents. Et les parents étant fortement occupés dans les années qu'on connaît, ce qui est absolument normal. Donc, le papa, le papy puis la mamie sont toujours là. Alors, à ce moment-là, dès que le jeune était jeune, a connu son grand-père par rapport à nous autres dans notre génération, la grand-maman, il y a un attachement. OK, je comprends. Un attachement profond. Profond, et c'est apparent. On le voit quand il parle de maman, papa, mais ici, c'est grand-papa, grand-maman, il va le dire. Il n'est pas gêné. Hey, grand-papa a fait ci, grand-maman a fait ça. On a joué aux cartes, on a été au cinéma ensemble, on a été bouffer au restaurant, puis des petites choses comme ça. Moi, je dis qu'ils sont les jeunes là, des 11, 12, 13 ans, puis je vais vous dire, là, j'en ai vu, il y a une couple d'années, justement, à l'école, 17 ans, des finissants, des jeunes qui, au cours de leur bal ou dans les événements de l'année, les parents sont là, les grands-parents sont là. Ah, c'est moi, vraiment bon, là. Ça confirme mon impression que l'intergénérationnel, il n'est pas à la fin qui commence. Il se développe de plus en plus. Ben ça, c'est intéressant, M. Higgins, parce que des fois, on se dit, est-ce qu'il y en a tant que ça? Mais là, vous dites que culturellement, vous l'avez remarqué, puis vous avez remarqué que le lien est de plus en plus fort avec les grands-parents. Oui. Et vice-versa, c'est sûr, là, que si les grands-parents ne s'impliquent pas, qu'ils restent un peu distancés, c'est sûr que... Non, on comprend, là. C'est un peu un lien. Puis vous, M. Higgins, est-ce que vous avez d'autres projets? Parce que vous en avez tout le temps, là. Vous avez écrit votre livre, vous avez été très présent à l'école. Là, avez-vous d'autres projets? Oui, justement, j'ai comme terminé il y a à peu près 2 semaines, et là, je suis en réflexion. Et c'est des projets, c'est-à-dire, c'est de résumer tout ce que je viens de vous dire par rapport au contenu du livre, que les gens vont le voir sur le site tantôt, et tous les aspects d'une dynamique de groupe, comment un groupe de jeunes fonctionne, soit entre eux, soit avec leurs parents ou leurs grands-parents, tout ça. Et moi, j'appelle ça une dynamique. Alors, j'appelle ça, c'est un projet d'atelier dynamique sur certains aspects de la vie en groupe. Avec qui? Avec les jeunes, les parents? En fait, moi, je vais l'offrir éventuellement, c'est que pour la prochaine étape, je vous dis ça comme ça, d'une façon informelle, je suis à la recherche d'un organisme à but non lucratif qui pourrait être mon parrain. Parce que faire des rencontres dans des écoles aujourd'hui ou ailleurs, même si moi, mon nom est enregistré sur le plan international pour mes actions, il reste qu'on a toujours besoin d'un parrain. Tantôt, on a parlé de grand-papa, grand-maman, mais aussi le mot parrain m'intéresse beaucoup. Un organisme à but non lucratif qui pourrait me parrainer quant à ma présentation de mon contenu
pour pouvoir l'offrir à des écoles primaires, secondaires ou à des groupes populaires, tout simplement, des parents qui décident de se regrouper à un endroit, qui m'invitent ou des choses comme ça. Je suis rendu là et ça inclut toutes les régions du Québec. C'est pas juste Québec-Centre. Non, je comprends. Jusqu'à la Pocatière, Mont-Joli, Côte-Nord, Sept-Îles, etc. Mais c'est intéressant, mais là, on va demander aux auditrices, aux auditeurs s'ils connaissent un organisme à but non lucratif qui serait intéressé par ça, là, parce que là, c'est drôlement intéressant, là. Est-ce que, Monsieur Higgins, vous avez mis aussi, moi j'ai constaté, j'ai un peu regardé sur vous avez un beau site Internet? Et vous le dites, vous. Vous avez un beau site Internet, là? Un travail d'équipe, Mme Gagnon, c'est incroyable. J'ai quelqu'un qui a créé le site, parce qu'il y a des affinités beaucoup plus que moi sur ce côté-là, mais tout le contenu s'est fait en équipe. Alors, j'avais une personne pour gérer, qui gère encore le site en question. Vous allez possiblement déclarer officiellement tantôt. Et j'ai une personne qui lit tous mes textes, qui fait des révisions, qui fait des corrections, pour que ça soit lisible pour les jeunes, pour les parents et pour les personnes aînées ou des retraités. Juste le fait de se rappeler des souvenirs. Donc, effectivement, la grosse décision, lorsque le site a été officialisé, est-ce qu'on vend le contenu ou si on l'offre gratuitement? Et avec beaucoup de réflexion, je me suis dit, pourquoi pas l'offrir gratuitement comme un retour de tout ce que j'ai eu comme opportunité. Et moi, je dis que de l'offrir, tout est à mes frais, mais en fait, c'est pas si pire que ça, mais parce que j'ai une équipe de bénévoles avec moi, donc je peux vraiment axer mon objectif sur l'offrir gratuitement en tout temps. Mais, M. Higgins, là, quand avez-vous commencé à faire votre site Internet? Parce que vous êtes plein d'idées, là, vous agissez beaucoup, là, si les auditrices et auditeurs vous suivent, là, vous faites beaucoup de choses. C'est en quelle année vous avez mis en place votre site Internet? En fait, la motivation, là, est venue quand j'avais expliqué tantôt mon cheminement, mais je sais que j'ai rencontré beaucoup de gens retraités. Et à un moment donné, ils ont toutes quatre choses. Ils veulent écrire un petit livre, un focus, n'importe quoi, mais moi, j'étais tellement enthousiasmé, j'ai dit, OK, je connais des gens proches de moi qui offrent leur service. Alors, j'ai eu cette chance-là. Je vais dire que c'est une opportunité. Alors, ça date à peu près de numérique, là, je peux dire que ça date de 2000. Au début, fin 2000, quand je dis 2000, c'est pas vrai, là, c'est 2020, c'est mêlant, hein? Ah, ben là, votre site Internet, M. Higgins, c'est pas 2000. Non, c'est ça, c'est que je cherchais. En fait, ce qui est drôle, c'est ça qui est drôle. J'ai dit 2000 en voulant dire l'an 2000, mais je me demandais si c'était 2020 ou 2019. Alors, ça joue dans 2019, fin 2019, 2020, à l'heure aujourd'hui. Parce qu'il est fort intéressant. On va vous donner, allez voir, là, moi, je dis aux auditrices, aux auditeurs, allez voir son site à M. Higgins. Il est pas statique, il est très intéressant. www.Gerald-Higgins, je vais vous l'appeler, HIGGINS.com. Faites un petit clic, puis allez voir. Il est très bien fait. Puis même, vous allez pouvoir vous adresser à M. Higgins. M. Higgins, expliquez là, comment, si, mettons, les gens là, vont sur votre site puis ils veulent vous rejoindre, comment ils peuvent le faire? Oui, ça, c'est nouveau aussi. Ça fait pas tellement longtemps. On hésitait, mais en équipe, on a décidé oui, parce que tout va se faire d'une façon non publique. Ça veut dire que quand les gens veulent faire des commentaires, sur la page d'accueil, il y a des onglets. Sur le site, il y a des onglets. Il y en a un qui s'appelle « Coordonnées de l'auteur » ou quelque chose. Vous allez voir ça, c'est marqué en tout cas. En voulant dire, moi, je veux m'exprimer. Ce que je viens de voir, ce que je viens de lire, et je veux pas que personne le sache. Donc, il y a une certaine discrétion en cliquant sur l'auteur, coordonnées. L'adresse est là. OK. C'est marqué auteur.com, etc. Et là, c'est seulement votre prénom, si vous voulez. Il y a un petit mot de passe que vous cliquez, donc ça devient
vraiment personnel. Et les commentaires, parfois les gens disent « Est-ce que vous pouvez publier mon commentaire? » Alors, on a fait une page aussi où ce que les personnes peuvent exprimer leurs commentaires en résumé. Et ça aussi, c'est récent, ça date depuis une couple d'années. Je vais être obligé, M. Higgins, c'est fort intéressant. Peut-être qu'on pourra vous demander de venir, de vous laisser, parce que c'est la fin de l'émission. Ah, bien, ça passe vite. Hein? Ça passe très vite, mais je veux vous remercier chaleureusement. Puis, je vous dis à la prochaine. Puis, je termine en donnant des petites informations à nos auditrices et nos auditeurs. Vous pouvez nous écouter, là, M. Higgins. Là. Ah oui. Pareil. Avec vous autres. Bon, ben, c'est bien. Vous avez l'esprit d'équipe. Bon, ben, écoutez, tout le monde, c'est un exemple, Gérald Higgins. C'est un bel exemple. C'est une personne qui a été créative et qui est créative tout au long de sa vie, même à la retraite. Si vous autres, vous êtes créatifs, après votre retraite, vous avez réalisé des choses, puis vous êtes content de ça, puis vous voulez le dire aux autres personnes, appelez-moi Judith Gagnon au 418-524-0437, local 200, puis on verra là, si on est capable de vous passer en entrevue, parce que c'est très important de voir qu'est-ce que les aînés ont fait. En terminant, je vous souhaite une très belle journée avec le soleil et à la semaine prochaine. Merci beaucoup, hein? L'Association québécoise de défense des droits des personnes retraitées et pré-retraitées, AQDR, section Québec, est fière de vous avoir présenté Aînés, on vous écoute. Pour connaître tous les services offerts, visitez le aqdr-québec.org ou encore téléphonez au 418-524-0437, poste 0. CKRL 89.1. Audiolite, 50 ans de tradition et d'innovation. Bryston, Cambridge Audio, Denon, Dyn Audio, Focal, Grado. Audiolite, toujours spécialiste en son et images. Moon, Oracle Audio, Paradigme, Rega, Sennheiser. Audiolite.qc.ca. Matin, midi, soir, ça goûte bon à la boîte à pain. À chaque instant de la journée, on entre en succursale et ça sent la fraîcheur. À notre menu, plus de 40 variétés de pains, sandwicheries, pizzas et calzones cuits au four à bois, quiche maison, soupe, salade, viennoiserie, café et dessert. La boulangerie artisanale La Boîte à Pain, Saint-Roch, Sainte-Foy, Limoilou et Grand Marché. boîteapain.com. Chez moi, je vérifie chaque année mon avertisseur de fumée. Pour moi, mais aussi mes voisins. Mon quartier, notre sécurité. Pour en savoir plus, visitez leville.québec.qc.ca/avertisseur-fumée. Du 6 au 10 avril, le 9e art s'installe aux quatre coins de la ville. Avec le 35e Festival Québec BD, profitez de nombreuses expositions, d'animations, d'ateliers et d'une foule d'occasions de rencontres avec des auteurs et autrices de bandes dessinées. Des activités pour tous les âges. Découvrez toute notre programmation au québecbd.com. Être vacciné contre la COVID-19 ne vous protège pas contre ça. Ou contre ça. Man, qu'est-ce qu'on mange? Ni ça. Vous protège pas de ça. De la pluie et encore de la pluie cette fin de semaine. Ou ça. Ou même de ça. Ne quittez pas. Votre appel est important pour nous. Par contre, avec le vaccin, vous êtes protégé contre le virus. La vaccination, encore et toujours la meilleure protection. Un message du gouvernement du Québec.
L'Orchestre symphonique de Québec présente un concert aux couleurs de Broadway. Alors que le chef Bromwell Tovey dirige l'orchestre derrière son piano pour le Rhapsody in Blue, sa complice Tracy Doll interprète les pièces intemporelles des légendaires Gershwin et Bernstein. Le jeudi 14 avril à 19h30 au Grand Théâtre de Québec. Ce concert est présenté par BMO Groupe Financier, Hydro-Québec, partenaire de saison. Midi Jazz. Midi Jazz vous est présenté par Audiolite, l'expert en son et images.